Naofumi est un nerd en sueur qui a été invoqué dans un autre monde en tant que héros mais a été ridiculisé pour son manque de compétences offensives. Cependant, après avoir acheté une puissante fille dans un repère d'esclaves douteux, il s'associe avec elle, et vainc ses ennemis le jour et brise des lits la nuit. Tout commence dans une bibliothèque où Naofumi prend un livre expliquant comment le monde sera bientôt frappé par des vagues apocalyptiques catastrophiques. Et seuls les 4 héros cardinaux peuvent le sauver d'un aspect semblable aux tours jumelles. Chacun des héros légendaires se voit attribuer une arme unique, épée, lance, arc et bouclier. Soudain, le livre s'illumine, et dans le moment suivant, Naofumi se retrouve entouré d'un cercle de mages. Clignant des yeux dans la confusion, Naofumi regarde 3 autres twinks qui exigent de savoir où ils sont. Les mages les emmènent devant le roi Altcray qui les accueille dans le pays de Malromik et leur demande de se présenter. Le gars avec l'épée se présente comme Ren, le porteur de lance révèle. Il se présente sous le nom de Motoiyazu, tandis que l'archer se présente calmement comme Itsuki. Cependant, lorsque le roi ignore Naofumi, il réalise instantanément qu'il est le héros bouclier faible. Altcray explique alors qu'ils ont été invoqués en tant que héros cardinaux pour défendre ce monde contre des vagues apocalyptiques qui libèrent des monstres, déterminés à anéantir l'humanité. Une fois sa leçon terminée, Altcray les invite à ouvrir leur statut. Naofumi et les héros apprennent qu'ils sont tous au niveau 1. Pour monter en niveau, le ministre explique qu'ils doivent tous partir en aventure séparée pour devenir plus forts. Lorsque les héros expriment leur annoyance à ce sujet, Altcray ordonne aux meilleurs guerriers du royaume de se porter volontaires pour le héros de leur choix. À la grande surprise de Naofumi, il se retrouve seul et s'effondre devant tout le monde. Soudain, une fille nommée Min compatit et annonce qu'elle va rejoindre le héros du bouclier inutile. Le petit pénis de Naofumi de 3 pouces se réjouit à l'idée de avoir une méchante à ses côtés pour rendre les choses plus agréables. Altcray lui tend un sac d'or plus gros que les autres. Alors que les héros partent, Min conduit Naofumi à l'armurerie d'Elar. Mais lorsqu'il saisit une épée, une décharge électrique le traverse. L'écran de statue s'ouvre en clignotant, révélant à Naofumi qu'il ne peut manier que son bouclier. Finalement, Min convainc Naofumi de simplement dépenser son argent pour une tenue de clown qui le protégera, prêt à continuer à grinder. Naofumi se rend dans les champs pour combattre des slims et galères misérablement tandis que Ren les tranche avec aisance. Ce soir-là, Min ramène Naofumi à la boutique d'Elar où elle lui presse les fesses pour qu'il lui achète un ensemble d'armure Gucci. Naofumi écoute cette crevette et craque la moitié de son argent. Puis, pour l'impressionner davantage, il l'invite à un dîner chic au restaurant de Gordon Ramsay, lui disant combien il se sent chanceux d'avoir une partenaire aussi formidable. En réponse, Min sourit doucement et il décide de mettre fin à la soirée. Le lendemain matin, Naofumi se réveille et découvre que son argent et ses vêtements ont disparu, paniquant. Il court vers la chambre de Min quand il est appréhendé par des chevaliers qui l'emmènent au château. Confus, il voit Min caché derrière Motoyazu. Altcray lui ordonne de révéler ce qui s'est passé et Min déclare que la nuit dernière, Naofumi s'est imposée à elle. Heureusement, elle a réussi à s'échapper et à trouver Motoyazu qui l'a aidé à s'enfuir. Naofumi essaie de dire à la cour et aux héros que tout ce que Min dit est un mensonge, mais personne ne le croit. Au lieu de cela, il le qualifie de héros du harcèlement. Furieux, Naofumi voit Min se moquer de lui, ce qui lui fait réaliser que tout le monde le déteste pour être le héros du bouclier faible. Cependant, comme l'apocalypse approche, Altcray dit à Naofumi qu'il ne le jettera pas en prison, mais que tout le monde dans la rue saura qu'il a harcelé une fille innocente. Avant de partir, Naofumi les avertit qu'il a vu Redo of Healer, maintenant trahi et rejeté. Naofumi croise Elar qui manque de le gifler. Jusqu'à ce qu'il voit le désespoir pur sur le visage de Naofumi. Réalisation qu'il est innocent, Elar lui donne une cape pour l'aider à se cacher. Plus tard, Naofumi combat seul les slims et atteint le niveau 2 lorsqu'il entre sur le marché pour vendre les slims. Il est traité injustement, alors il déchaîne sa colère sur le marchand pour montrer à tous qu'il ne faut plus le chercher. Après avoir passé quelques jours dans la forêt, Naofumi tombe sur une plante précieuse, qu'il donne au bouclier, ce qui débloque le bouclier en forme de feuille. En utilisant le bouclier amélioré, Naofumi améliore la qualité de la plante et gagne beaucoup d'argent en la vendant. Une nuit, Naofumi est attaqué par quelques voyous. Il les bat en utilisant des slims et son bouclier, mais bientôt, il se rend compte qu'il ne peut pas se battre contre de vrais monstres comme ça. En entendant sa décharge, un dégoûtant renifleur de pièces apparaît dans l'ombre. Il se présente comme Belokas et dit à Naofumi qu'il peut l'aider. Naofumi affirme qu'il ne cherche pas une faveur d'un gobelin laid comme lui mais Belokas rit et lui dit de juste le suivre. Bientôt, ils arrivent à une taverne où Belokas révèle qu'il est propriétaire d'esclaves. Naofumi lui dit que ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'il voudrait posséder un esclave. Belokas rit, expliquant qu'il place son esclave sous une malédiction qui permet aux maîtres de les utiliser comme bon leur semble et si les esclaves désobéissent, il mourrait d'une mort douloureuse. Après avoir vu des esclaves musclés, Naofumi tombe sur une fille demi-humaine malade. Belokas explique que son dernier maître était un sadique qui a brisé son esprit, la laissant obéissante mais vide, pensant qu'elle serait facile à gérer. Naofumi décide de l'acheter. Une fois que Belokas effectue le rituel de liaison, Naofumi découvre qu'il peut maintenant accéder au statut de la fille également. Il crie alors à la fille de révéler son nom et elle parvient à articuler le mot « Raftalia ».
Ensuite, Naofumi l'emmène au magasin d'armes d'Elar où il lui achète l'équipement le moins cher, et lui dit franchement qu'elle combattra des monstres à partir de maintenant. À cause de la malédiction de l'esclave, Raphtalia n'a pas d'autre choix que d'accepter. Voyant qu'elle n'a presque pas de chair sur les os, Naofumi l'emmène dans un restaurant. À proximité, un endroit qui n'autorise normalement pas les demi-humains. Des murmures parcourent la salle alors que le héros au bouclier détesté et son esclave demi-humain prennent place. Mais Naofumi ignore tout le monde et commande un repas. Quand la nourriture arrive, les yeux de Raphtalia s'illuminaient. Elle mange comme si elle n'avait pas vu un vrai repas depuis des années. De retour sur la route, Naofumi la fait combattre des monstres faibles pour qu'elle devienne plus forte. Après une longue journée de chasse, il lui donne un médicament amer pour sa toux. Elle s'étouffe avec le goût, ce qui fait crier Naofumi. Cette nuit-là, Raphtalia rêve du jour où ses parents ont été tués par des monstres lors de la première vague apocalyptique. Elle se réveille en hurlant et Naofumi la serre instinctivement dans ses bras, espérant que personne ne le surprenne et l'accuse de faire du cosplay de Leonardo DiCaprio. Le lendemain, ils rendent visite à l'herboriste qui révèle que l'apprentissage de la médecine est rare après la dernière vague. Voyant une opportunité de gagner de l'argent, Naofumi emprunte des outils pour rassembler des herbes. Avec le temps, Raphtalia commence à lui faire confiance. Mais quand Naofumi lui dit de tuer un lapin, elle reste figée, terrifiée à la vue du sang. La malédiction de l'esclavage s'active, la choquant. Naofumi avertit que si elle ne peut pas se battre, elle sera inutile et abandonnée. En entendant la menace, elle se force à chasser le lapin. Bientôt, ils atteignent la ville du butin et entendent que les mines paient bien pour les cristaux de monstres. Dans les tunnels, Raphtalia panique lorsqu'il tombe sur une bête comme celle qui a déchiqueté ses parents. Naofumi la protège mais ne peut pas attaquer. Il lui dit de courir si elle ne peut pas se battre. Mais en se souvenant du sacrifice de ses parents, Raphtalia rassemble son courage et tue la monstre. Naofumi la protège. Une semaine plus tard, Naofumi se fait rudoyer par un sanglier. En se reposant, il grogne à propos du fait qu'il doit débloquer des tonnes de compétences de bouclier, mais qu'il n'est toujours pas assez fort pour faire face aux vagues apocalyptiques à venir. Plus tard dans la journée, lui et Raphtalia s'arrêtent à l'armurerie d'Elar. Le forgeron est presque tombé mort en voyant Raphtalia maintenant complètement adulte. Naofumi, cependant, n'est pas impressionné puisqu'il préfère ces femmes comme les chiffres sur une horloge, jamais après 12 heures. Agacé, Raphtalia s'énerve en disant qu'ils sont là pour lui acheter une armure correcte, pas pour discuter de ses goûts douteux. Naofumi insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'aide, mais Raphtalia réplique que sans protection supplémentaire, il mourra comme le perdant que tout le monde pense qu'il est, entendant leur dispute. Elar leur montre un ensemble lourd en fer, mais Raphtalia déclare franchement que Naofumi n'est pas assez badass pour le porter. Elar acquiesce et promet d'avoir un ensemble personnalisé prêt pour demain. Le lendemain, Naofumi essaie sa nouvelle armure de barbare. Custom faite spécialement pour lui. Raphtalia fond instantanément, plus excitée que la noulfe plantureuse du voisin, tandis que Naofumi, il fronce les sourcils, disant qu'il ressemble plus à un voyou qu'à un héros. Raphtalia le fait taire en lui disant que ça lui va parfaitement. Soudain, une agitation se fait entendre dehors. Une parade de chevaliers défile dans les rues. Raphtalia mentionne à quel point la ville est tendue depuis que les vagues approchent. Naofumi soupire, souhaitant au moins savoir quand les vagues frapperont. Elar lève un sourcil, choqué que le héros du bouclier ne sache pas pour l'horloge en verre dure dans l'église. Il leur annonce qu'à la dernière graine tombée, les vagues commenceront. Dans l'église, Naofumi croise Motoiyasu, Min, et les autres héros, au moment où Motoiyasu repère Raphtalia. Son petit pénis semble presque sauter de son pantalon alors qu'il commence à flirter sans retenue, au grand dégoût de Min. Mais Raphtalia reste ferme, en répliquant qu'elle est avec Naofumi. Au début déconcerté, Motoiyasu bafouille un défi à Naofumi, mais le héros du bouclier l'ignore, prend Raphtalia par la main, et s'en va en furie. Cette nuit-là, Raphtalia demande doucement à Naofumi ce qui s'est vraiment passé avec les autres héros. Froidement, il lui dit de s'occuper de ses affaires, pensant qu'elle ne le croirait pas même s'il disait la vérité. Le lendemain, remarquant sa tension, Raphtalia le rassure doucement en disant qu'elle est heureuse qu'ils se soient rencontrés et promet d'être sa Catgirl avec une prise de gorille à partir de maintenant. Avant que Naofumi puisse répondre, le verre dur se vide. Instantanément, les héros sont téléportés sur le champ de bataille où la vague frappe. Le plus difficile, tandis que les trois autres héros se précipitent pour combattre la vague pour la gloire. Naofumi et Raphtalia arrivent au village de Butin où il ordonne à Raphtalia de guider les habitants vers la sécurité pendant qu'il sert d'appât. Grimpant au clocher, il sonne la cloche avec fureur, attirant des hordes de zombies et d'abeilles monstres vers lui. Une fois qu'il se rapproche, il met le feu à l'endroit, brûlant autant qu'il peut en une seule fois. En voyant son courage, les villageois insistent pour rester et se battre, reconnaissant mais réalistes. Naofumi leur conseille de fuir lorsqu'une bête zombie massive fait son apparition. Juste au moment où ils se préparent au pire, Raphtalia revient et rejoint la bataille. Ensemble, ils viennent à bout du monstre. Raphtalia passe au niveau 22, tandis que Naofumi atteint le niveau 19. Soudain, des boules de feu tombent du ciel. Naofumi protège Raphtalia tandis que des chevaliers arrogants se vantent d'éliminer les monstres avec des flammes, ignorant complètement le risque pour les villageois. Furieuse, Raphtalia les charge, indignée par leur comportement. En réponse, le commandant royal rit, se moquant d'elle, pour être une demi-humaine alliée aux héros au bouclier.
Avant qu'elle ne craque, Naofumi l'arrête, lui rappelant la véritable menace. Une masse de zombies se profile derrière les chevaliers. Il passe à l'action. Naofumi ordonne aux chevaliers de se regrouper et d'aider, mais le commandant lâche. Ordonne à ses hommes de les abandonner et de soutenir les autres héros à la place. Seul un lieutenant courageux et quelques soldats loyaux restent pour aider Naofumi à tenir la ligne. Pendant ce temps, les autres héros terminent le monstre principal de la vague, et se précipitent pour réclamer leur récompense, ignorant tout le reste. Naofumi reste en arrière, s'assurant que le village est en sécurité et quand les villageois le remercient, il les repousse, disant qu'il n'a pas besoin de louanges ni de remerciements. Cependant, voyant Raphtalia pleurer les vies perdues, le ton de Naofumi s'adoucit alors qu'il lui caresse doucement la tête, lui disant qu'elle a bien fait. Cette nuit-là, Olcré organise une grande fête pour célébrer le succès du héros lors de la deuxième vague. Pendant que tout le monde boit et rit, Naofumi s'assoit dans un coin sombre, en détestant chaque seconde. Si ce n'était pas pour la récompense, il ne se serait même pas donné la peine de venir. Pendant ce temps, Raphtalia traverse la foule en sautillant, attirant instantanément l'œil de Motoyasu. Juste au moment où il s'apprête à faire son mouvement, un esprit jaloux le saisit et lui murmure quelque chose. Raphtalia rejoint Naofumi et l'incite à goûter la nourriture, mais il refuse froidement. Se concentrant plutôt sur son écran de statut. Là, il remarque une nouvelle compétence de téléportation. Soudain, Motoyasu s'avance en exigeant un duel. Il accuse Naofumi d'être un salaud pour avoir un esclave. Naofumi lui rappelle que l'esclavage est légal dans ce monde, mais Motoyasu argumente avec une grande suffisance qu'en tant qu'homme d'un autre monde, il devrait se hisser au-dessus de telles choses. Un Olcré satisfait et manifestement biaisé apparaît, menaçant de l'envoyer en prison s'il refuse le duel. Lorsque Raphtalia proteste, disant qu'elle sert Naofumi en choix, les soldats la traînent avant qu'elle ne puisse finir. Le bâton balaie ses paroles, affirmant que le blason du tueur contrôle sa volonté. N'ayant pas le choix, Naofumi accepte, mais précise que Raphtalia revient vers lui s'il gagne. L'esprit se moque de lui, rappelant à la foule que le héros au bouclier ne peut pas attaquer, ce qui provoque des rires chez les nobles. Le duel commence. Bien que Naofumi ne puisse frapper, il tient bon, bloquant chaque coup avec son bouclier en métal de qualité. Calmement, il souligne que Motoyasu a perdu dès qu'il n'a pas pu percer la défense. Motoyasu charge de nouveau, mais Naofumi contre-attaque et le projette au sol. Mais Man n'a pas fini de tricher. Elle lance secrètement un sort pour faire trébucher Naofumi, donnant l'avantage à Motoyasu. Le bâton déclare immédiatement Motoyasu vainqueur. Man sourit en coin, narguant Naofumi en lui disant qu'il est condamné à rester seul pour toujours. Pendant que le bâton loue son héros courageux à la lance, fier que sa fille ait choisi le bonhomme. Debout dans l'arène, les yeux de Naofumi s'écarquillent alors que la vérité lui tombe dessus. Man est la princesse Malti déguisée. Elle avait prévu ça dès le début, lui volant son argent, sabordant ses plans. Le piégeant, tout ça pour faire tomber Motoyasu et ruiner sa vie. Et le roi y avait participé tout ce temps. Une brume sombre commence à s'échapper du bouclier de Naofumi alors qu'il déverrouille. Une série de malédictions mystérieuses qui se nourrissent du désespoir de Naofumi, l'entraînant plus profondément dans l'obscurité. Soudainement, l'un des ministres dit froidement, annonce que Motoyasu a libéré Raphtalia. La brume s'épaissit alors que Naofumi voit Raphtalia s'éloigner, l'abandonnant. En réalité, Raphtalia se dispute avec tout le monde au sujet de l'innocence de Naofumi. Ren et Itsuki s'avancent, dénonçant Malti pour avoir utilisé la magie. Coincé, Malti s'énerve en disant que personne dans le public ne l'a vu lancer de la magie. Enli, pour que les autres héros se moquent d'elle, en disant que personne n'accusera une princesse. Raphtalia se précipite rapidement vers Naofumi, qui est encore perdu sous l'influence sombre du bouclier. Elle lui crie, lui rappelant comment il l'a sauvée, comment il lui a donné de l'espoir. Lentement, Naofumi lève la tête et la voit enfin. La brume sombre disparaît alors que sa colère éclate, le faisant s'affaler dans le giron chaud de Raphtalia. Ailleurs, la reine Morelia apprend la nouvelle concernant son mari incompétent. Elle comprend instantanément qu'Alcré danse au rythme de leur petit monstre. Le morceau de Malti, et soupire de frustration. L'informateur lui assure que tout à la capitale est sous surveillance, elle n'a donc pas besoin de s'inquiéter. De retour au château, Alcré récompense les héros pour leur rôle dans la vague, sauf Naofumi. Il lui dit froidement qu'avoir une esclave signifie qu'il ne sera pas payé, mais de manière choquante. Ren et Itsuki interviennent, protestant au nom de Naofumi. Il souligne que non seulement Naofumi a protégé les villageois pendant que les autres se battaient pour la gloire, mais aussi que Motoyasu a triché lors du duel grâce à la magie de Malti. Motoyasu et Malti argumentent faiblement qu'il n'y a pas eu de triche, mais tout le monde les ignore. Ren rappelle sèchement au roi que Naofumi doit être compensé pour avoir sauvé des vies innocentes, en refusant tout soutien. Alcré s'effondre et jette à Naofumi quelques misérables sous de cuivre. Avant que Naofumi ne commette des crimes de guerre pires qu'un certain peintre allemand. Raphtalia l'entraîne loin. Plus tard, Raphtalia insiste pour renouveler son emblème de tueur chez Baloka. Naofumi proteste, mais elle dit qu'elle aime son cachet de loyauté. Non loin, un chariot rempli d'œufs de monstres attire l'attention de Naofumi. Baloka explique leur lot d'œufs de loterie. 0 argent pour une chance aléatoire de tout, d'une chute à un dragon.
Faisant confiance à son esprit de jeu américain, Naofumi achète un, espérant tomber sur un monstre qui ferait des exercices de Kegel sur son petit ami. Sur le chemin du retour, il rend visite à l'herboriste, qui remercie Naofumi d'avoir sauvé le village du butin et lui offre un livre de recettes médicinales, ajoutant que puisque Naofumi voyage avec un demi-animal, il pourrait avoir besoin de remèdes pour une blessure standard juste après. Le propriétaire de la boutique de magie lui remet un grimoire, révélant le talent naturel de Naofumi pour la magie de soins et de soutien, tandis que Raftelia peut apprendre l'it obscur, et même la magie de l'illusion. En lisant les livres plus tard, Naofumi réalise que son bouclier traduit les mots parlés, mais pas l'écriture, il devra donc apprendre le script local. Raftelia insiste pour qu'ils étudient à la fois la langue et la magie, ensemble, car ils ont un mois avant la prochaine vague. Le lendemain matin, l'œuf éclot et sort un poussin phalolial. Il grandit à une vitesse fulgurante, et Naofumi la nomme Philo, mais les ennuis arrivent rapidement. Le groupe de Motoyazu apparaît avec des chevaliers royaux, et, un décret, Motoyazu est désormais seigneur du village du butin. Son premier plan génial. Une taxe de 50 pièces d'argent pour quiconque entre ou sort du village, ce qui ruinerait les habitants. Naofumi les avertit que cette décision va ruiner leur réputation plus vite que le krach boursier. Avant que la situation ne dégénère, un groupe de filles masquées arrive avec un message urgent pour Malty. Sachant que les filles travaillent pour sa mère, la reine, Malty change le décret. Le différend sera désormais réglé par une course de dragons entre Naofumi et Motoyazu. Naofumi essaie de refuser, mais Philo, étant un gros oiseau stupide et compétitif, défie le dragon de Motoyazu toute seule. Pendant l'entraînement, Motoyazu se moque de Philo, seulement pour qu'elle lui assène un coup de pied bien placé dans ses bijoux. La course commence, et grâce à la vitesse ridicule de Philo, Naofumi prend la tête. Les chevaliers de Motoyazu trichent, plaçant des pièges magiques le long du parcours. Malgré le sabotage, Philo tient bon, et, avec le bouclier de Naofumi déviant les sorts, il gagne. Juste après, Philo choque tout le monde en se transformant en Philo 2.0. Malty hurle à la triche, mais les filles masquées révèlent que le camp de Motoyazu était le vrai tricheur. Vaincu et humilié, le groupe de Motoyazu s'en va. On offre une récompense à Naofumi, mais il refuse. À la place, Philo suggère de prendre une vieille charrette, qu'elle tire joyeusement, offrant des trajets gratuits à Naofumi et Raftelia. Le lendemain matin, Naofumi est choqué de découvrir que le grand oiseau a disparu, remplacé par une fille blonde, qui l'appelle maintenant maître et exige de la nourriture. Elar est sur le point de violer son sandwich quand Naofumi, Raftelia et une fille blonde en manteau entre dans sa boutique, entendant la fille murmurer qu'elle a faim, Elar sourit et lui propose une bouchée de son sous-marin de 30 cm. Mais avant qu'il puisse réagir, la fille se transforme en Philolial de Naofumi et dévore le tout en une seule bouchée. Naofumi explique qu'ils ont récemment emmené Philo chez Balukas, qui a révélé que les rois et reines royaux philoliens peuvent se métamorphoser en formes humaines. Les rois et reines royaux philoliens peuvent se métamorphoser en formes humaines. Au cours de l'histoire, Naofumi demande à Elar des vêtements qui ne se déchirent pas à chaque fois que Philo passe de fille à modèle, victime corpulente. Elar admet qu'il ne fabrique pas ce genre d'équipement enchanté et les envoie chez une couturière. La couturière, cependant, a besoin de fils magiques pour confectionner des vêtements changeant de forme et les dirige vers la boutique de magie locale. Dans la boutique de magie, la propriétaire explique que son rouet a besoin d'un cristal magique neuf pour produire du fil enchanté, mais en récupérer un prendra du temps. Pour compenser, elle offre à Philo une consultation gratuite et découvre que la fille oiseau a une affinité pour la magie du vent. N'ayant pas d'autre choix pour l'instant, Naofumi décide qu'ils vont gagner de l'argent. À l'ancienne, en vendant des marchandises de ville en ville avec Philo tirant la carriole. En chemin, il rencontre un homme qui supplie frénétiquement pour de l'aide. Sa mère est malade et il doit rentrer chez lui avec des médicaments. Après avoir confirmé que l'homme peut payer, Naofumi demande à Philo de le faire courir chez lui, où Naofumi utilise des médicaments et ses compétences pour soigner la vieille femme. En récompense, ils obtiennent un festin de nourriture gratuite. Pendant les jours suivants, l'équipage gagne une somme correcte en vendant des potions, des marchandises, et en faisant des trajets rapides. Ils se font une réputation locale. Iqual, un marchand ambulant, informe Naofumi que les gens l'appellent désormais le guérisseur saint. Et Philo le dieu des oiseaux domestiques, pendant qu'ils discutent. Raftalia remarque des voyous qui bloquent la route. Les voyous exigent que Naofumi livre Iqual et Raftalia pour une séance de correction. Cependant, Naofumi, Raftalia et Philo restent impassibles. Avant qu'ils ne deviennent trop confiants, Raftalia devient invisible et frappe, tandis que Philo invoque une tornade et élimine les autres. Après la raclée, les voyous avouent qu'ils ont été engagés pour attraper Iqual. Ils se moquent de Naofumi, disant qu'aucun garde ne prendra jamais le parti du héros au bouclier. Maintenant énervé, Naofumi menace de les nourrir avec le ventre sans fond de Philo à moins qu'il ne paie. Terrifiés, ils révèlent l'emplacement de leur cachette et mènent l'équipe à une réserve de marchandises volées, qui appartient désormais à Naofumi. Après avoir encaissé, Naofumi exige un paiement supplémentaire de Iqual pour lui avoir sauvé la vie. Impressionné par l'esprit d'entreprise de Naofumi, le marchand propose de lui apprendre à raffiner des métaux, enchanter des gemmes et s'essayer à la magie artisanale. Naofumi accepte avec enthousiasme. Grâce au contact de Iqual, Naofumi entend des ragots croustillants sur les autres héros. Motoyazu a sauvé un village en plantant une culture légendaire.
Ren a tué un dragon, cependant il n'y a pas d'informations solides sur son Suki. Iqual donne également à Naofumi une lettre de recommandation, accordant des droits d'exploitation minière pour chercher des minerais et des gemmes rares. Guidé par cela, Naofumi se dirige vers une grotte douteuse, avec Raphtalia, Philo, et le propriétaire de la boutique de magie. À l'intérieur, ils entendent des chuchotements étranges, des illusions qui réveillent des souvenirs douloureux et la peur. Le propriétaire de la boutique de magie avertit que les bêtes de la grotte sont des imitateurs psychiques, qui jouent avec leur esprit. Elle dissipe les illusions et Philo chasse les monstres avec sa magie du vent. Plus loin, ils affrontent un géant aussi grand que Yamama. Après un combat difficile, Raphtalia et Philo tuent la bête et récupèrent enfin le cristal magique dont ils ont besoin. De retour à la boutique de magie, ils utilisent le mana de Philo pour fabriquer un fil enchanté, terminant enfin ses vêtements spéciaux qui ne exploseront plus à chaque transformation. Quelques jours plus tard, Naofumi part avec son groupe, en direction du village de Lurno avec une grande réserve d'herbicides. À leur arrivée, Naofumi et son équipe trouvent le village étouffé par des vignes agressives. Raphtalia demande franchement au chef s'il a essayé de mettre le feu aux plantes. Le chef soupire en disant qu'ils ont tout essayé. Naofumi hausse les épaules et leur dit que c'est l'occasion parfaite de devenir végétalien. Le chef mentionne nerveusement que certains aventuriers imprudents essaient déjà de résoudre le problème seuls. En entendant cela, Naofumi envoie Philo chercher les imbéciles avant qu'il n'ait une bataille plante contre humains. Quelques instants plus tard, Philo revient entraînant les aventuriers par leur col. Lorsqu'elle se vante de sa capacité à parler, tout le monde réalise qu'ils sont en présence de Naofumi, le guérisseur saint. Après avoir guéri les villageois empoisonnés, il supplie Naofumi de terminer le travail et de détruire la plante bio pour de bon. Le chef explique que ce désastre est dû à Motoyasu, qui a planté une graine de plante bio, provenant d'une cachette d'alchimiste dans une tentative stupide de résoudre la famine. Naofumi gronde les villageois pour avoir fait confiance. Tout ce qui vient de l'esprit de Motoyasu. Cela dit, ils font face à la grande bio-usine. Raphtalia et Philo se précipitent et finissent par se trébucher l'un sur l'autre. Raphtalia atterrit dans une pose maladroite qui fait sourire Philo. Naofumi soupire, encaisse les attaques de la plante avec son bouclier, et verse un herbicide directement dans son noyau, le monstre étant affaibli. Naofumi ordonne à ses filles de ramasser des graines, mais elles commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui doit le faire, juste pour recevoir les éloges de Naofumi. Plus tard, Naofumi nourrit son bouclier avec des graines et des plantes mortes, débloquant de nouvelles capacités pour analyser et manipuler les plantes. Après quelques expériences, il modifie les cultures pour qu'elles soient sûres, et annonce aux villageois que le problème de famine est résolu. Fauché mais reconnaissant, les villageois le paient en fruits. Toujours homme d'affaires, Naofumi revend les graines modifiées à Iqual pour un gros bénéfice. Impressionné par le sourire capitaliste de Naofumi, Iqual lui confie une autre livraison vers une ville thermale. Après avoir terminé la livraison, Naofumi récupère des pièces supplémentaires et suggère qu'ils se détendent pour la nuit. Dans les sources chaudes, Raphtalia aperçoit Naofumi en train de brosser les cheveux de Philo et se demande si elle devrait vérifier son disque dur. Avant qu'elle ne puisse surprendre Naofumi en 4K, elle entend des filles parler de l'acium, un minerai rare qui peut fabriquer des accessoires boostant l'amour. Déterminée à conquérir le cœur de Naofumi, Raphtalia part à sa recherche. Elle découvre que Philo se dirige également vers le même endroit pour récupérer un œuf puisqu'elle est convaincue que Naofumi aime les choses rondes. Une course s'engage entre les deux jusqu'à ce que Philo trébuche et tombe d'une falaise. Raphtalia la rattrape, mais elles tombent toutes les deux sur le dos d'un énorme sanglier. Après une course chaotique, elles atteignent le nid d'oiseau contenant le lacium, mais le sanglier dévaste tout, éparpillant le précieux minerai et brisant les œufs. Frustrées de ne pas avoir pu obtenir le minerai ni les œufs, les deux filles s'associent pour abattre le sanglier. De retour en ville, les villageois supplient d'acheter le corps du sanglier à un prix exorbitant. Connaissant l'amour de Naofumi pour l'argent, les filles le vendent joyeusement. Au lieu d'or, elles surprennent Naofumi avec un marteau de forge de haute qualité. Satisfait, Naofumi les récompense toutes les deux avec des caresses sur la tête, faisant enfin rayonner de joie les filles. Tard dans la nuit, tandis que Raphtalia et Philo dorment paisiblement, Naofumi travaille discrètement à fabriquer de petits cadeaux pour elles. Au matin, le groupe reprend la route quand il tombe sur une vieille femme anxieuse et un jeune garçon. Alors que Naofumi et Raphtalia leur offrent de la nourriture, la femme les avertit de ne pas continuer sur le chemin car la ville devant eux est envahie par la maladie. Mais comme aider les PNJ est sa façon de gagner sa vie, Naofumi arrive au village et est accueilli par le médecin local, qui le reconnaît comme le guérisseur saint. Naofumi soigne les malades, à la grande soulagement de tous, mais il explique rapidement que les symptômes reviendront, à moins que la source de la maladie ne soit traitée. Le médecin révèle alors la véritable cause, des vents toxiques soufflant du haut montagne, ou le corps d'un dragon pourri. Il a été tué il y a environ un mois par Rin, qu'il a laissé pourrir et le site est devenu une attraction locale, mais le corps en décomposition a commencé à polluer l'air, répandant la maladie dans la région environnante. Lorsque le médecin informe Naofumi que le royaume n'a rien fait pour aider, il propose un marché, une M, la récompense destinée aux forces royales, et il s'occupera du reste. Trouvant le comportement de Naofumi nul, l'infirmière lui dit que même les veilleurs à Nyandor sont meilleurs qu'une sangsue comme lui. En réponse, Naofumi lui dit d'aller se faire voir. Une fois l'accord conclu, le groupe monte la montagne, en battant des monstres en chemin.
Au sommet, il trouve le corps massif du dragon, quand soudain il se relève. En dragon zombie, Philo charge à toute vitesse, et est avalé tout entier. Choqué et furieux. Naofumi est une fois de plus englouti par la haine et les ténèbres émanant de son bouclier, et en quelques secondes, il débloque la série de malédictions, le bouclier de rage. Tout autour de lui brûle alors que ses émotions deviennent incontrôlables. Mais il entend alors une voix douce lui rappelant qui il est, un protecteur. Quelqu'un que ses alliés admirent. Alors que sa colère s'estompe, Naofumi voit Raphtalia blessée à ses côtés, et il retrouve sa concentration. Réalisant qu'il a accidentellement causé de la douleur à Raphtalia, Naofumi essaie de la soigner quand soudain le dragon attaque de nouveau. Sans Raphtalia, Naofumi se retrouve dans une situation délicate. Il a besoin du pouvoir obscur du bouclier pour attaquer le dragon, mais s'il cherche son aide, il provoquera un feu assez grand pour brûler Hollywood. Soudain, Philo jaillit de l'intérieur. De son ventre, l'ayant détruit de l'intérieur. Raphtalia reprend aussi conscience juste à temps pour que Philo révèle qu'elle a mangé un cristal magique qui alimentait la bête. Après la bataille, Naofumi ramène Raphtalia au village pour qu'elle soit soignée. Plus tard, Philo lui donne un fragment du cristal. Suspect, Naofumi se demande si c'est sûr. Après l'avoir inspecté, il le donne à manger à son bouclier. Soudain, Raphtalia lui demande de dormir avec elle ce soir. Mais ayant déjà vu les os en action, Naofumi, au lieu de cela, dit à Philo de se reposer avec Raphtalia pendant qu'il sort seul. Raphtalia, déterminée à ne pas être un fardeau, continue de se battre aux côtés de Naofumi et Philo, affrontant les monstres avec un regain de concentration. Une fois la bataille terminée, Naofumi remarque que Raphtalia a l'air à moitié cuitée. Décide qu'il est temps de retourner à la capitale et de lui offrir une véritable guérison avec une forte dose d'eau bénite directement du bain de Sydney Sweeney. Sur le chemin du retour, le groupe tombe sur une fille, assise seule, entourée d'un groupe de philoléoles. Mais à leur approche, les oiseaux s'envolent rapidement. Philo les regarde partir et remarque qu'ils ont l'air appétissants. Naofumi lui rappelle doucement qu'en manger des philoléoles ferait techniquement d'elle une cannibale. La fille, excitée par la capacité de Philo à parler, se présente comme Nelty. Elle explique qu'elle adore les philoléoles et offre joyeusement de la nourriture à Philo. Philo s'attache rapidement à elle, et Naofumi leur permet de passer du temps ensemble pendant qu'il et Raphtalia s'occupent d'une demande à proximité. Ce soir-là, Philo revient avec Nelty, qui explique qu'elle s'est séparée de son escorte et qu'elle a maintenant besoin d'aide pour retourner à Castletown. Voyant l'opportunité d'aider, et peut-être de gagner une récompense, Naofumi accepte de lui faire un tour. À leur insu, un espion observe l'échange de loin. Pendant leur voyage, le groupe commence à se rapprocher de Nelty. Mais une nuit, Naofumi et Raphtalia remarquent que les vêtements de Nelty sont soigneusement déposés près d'un Philo endormi, et ils s'inquiètent brièvement qu'il soit arrivé quelque chose. Philo se réveille rapidement et explique que Nelty se repose simplement à l'intérieur de ses plumes. Sceptique, Raphtalia touche les plumes de Philo et, à sa surprise, elle s'endort instantanément aussi. Finalement, ils atteignent la ville fortifiée. Naofumi laisse les autres derrière lui et se dirige vers l'église pour acheter de l'eau bénite, où il est accueilli par le grand prêtre, qui le salue avec une politesse forcée et le félicite pour son récent duel avec Motoyasu. Naofumi ignore les politesses et demande directement l'eau bénite de la meilleure qualité disponible. Bien que le personnel essaie d'abord de lui donner une version de moindre qualité, le grand prêtre intervient et leur ordonne de sortir la vraie. Tout droit des toilettes de Sydney Sweeney, Naofumi la prend et s'en va tranquillement. Méfiant de rester trop longtemps dans l'église. Peu après, il est poursuivi par un chevalier. Il se sépare rapidement de Raphtalia, lui ordonnant de rejoindre la calèche de Philo. Alors qu'il traverse la ville, Motoyasu le confronte soudainement et l'accuse d'avoir réduit une autre fille en esclavage, parlant de Philo. Avant que Naofumi ne puisse répondre, Motoyasu s'emporte, provoquant une scène sur la place du marché, et le chevalier tente d'apaiser la situation. Mais Malty apparaît et insiste pour qu'un duel ait lieu. Utilisant son autorité de princesse, juste avant que les tensions ne montent, Malty arrive avec ses propres gardes. Elle réprimande fermement Motoyasu et Malty, reprochant à sa sœur d'abuser de son pouvoir et exhortant les chevaliers à se calmer. Philo revient aussi et est immédiatement ciblé par les tentatives de Motoyasu pour la charmer. Mais Philo, clairement peu impressionné, se transforme en sa forme philoliale et donne un coup là où ça ne se voit pas, plus tard à l'intérieur de la boutique d'armes. Malty se présente officiellement comme la deuxième princesse et révèle qu'elle a été nommée héritière du trône en raison de l'histoire de débauche de Malty. Elle explique en outre qu'elle n'avait aucune idée que Naofumi était le héros au bouclier lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, mais maintenant elle veut lui parler de quelque chose d'important. Toujours méfiant envers la famille royale, Naofumi dit brutalement à Malty d'aller se faire voir. Malty, toujours incapable de comprendre pourquoi Naofumi la méprise, essaie une dernière fois de lui parler. Mais Naofumi la coupe froidement, lui disant de retourner au château. Défaite, Malty se détourne silencieusement, se rappelant sa véritable mission, une tâche confiée à elle par la reine, qui s'oppose fermement à la façon dont la famille royale a traité Naofumi et souhaite qu'elle le soutienne. Une fois qu'elle part, Naofumi interdit fermement à Philo de revoir Malty.
Le cœur brisé, Philo quitte furieuse la boutique. Quelques instants plus tard, elle revient, cette fois avec un groupe de jeunes chevaliers. Parmi eux se trouve Ake, le même soldat que Naofumi a rencontré au marché. Ake lui demande respectueusement de combattre à ses côtés lors de la prochaine vague, révélant qu'après l'avoir vu se battre dans le village pillé, il est devenu son meilleur allié. Naofumi, sans hésiter, exige 150 pièces d'argent comme frais de groupe. Raphtalia proteste, l'appelant un vautour, mais Naofumi ne fléchit pas. Comprenant le défi, les chevaliers acceptent et partent rassembler l'argent. Ensuite, Naofumi apprend dès l'art que les aventuriers peuvent recevoir des améliorations à l'église. Cependant, à son arrivée, les sœurs insupportables l'informent brutalement qu'il a été banni. Des améliorations par décret royal, réalisant que le seul esprit guidant ses sœurs est l'amertume. Naofumi se dirige vers Bellucas, qui suggère de visiter les pays voisins pour des améliorations de classe. Il recommande également d'acquérir une griffe de Wyvern. Pour l'équipement de Philo, une idée à laquelle Naofumi adhère. Pour tester le nouvel équipement, Naofumi, Raphtalia et Philo entre dans les égouts et rencontre un crocodile géant. Le combat est rapide et avec sa force améliorée. Raphtalia réfléchit à combien ils ont progressé. Elle partage alors tranquillement l'espoir qu'une fois les vagues terminées, elle voudrait partir avec Naofumi vers son monde. Le lendemain, ils arrivent dans une ville du nord, où Naofumi voit des réfugiés mendier de la nourriture. Il apprend que l'intervention d'Itsuki dans une rébellion locale n'a fait qu'aggraver la situation. Attristé mais maître de lui, Naofumi les aide avec les maigres ressources qu'il peut leur donner. De retour à Castleton, Naofumi entend Ren et Itsuki se disputer. Ils sont frustrés par la baisse de leur réputation et mentionner que quelqu'un d'autre fait tout le travail d'aventure. Amusé, Naofumi laisse échapper un petit rire, attirant leur attention. Ils l'affrontent, l'accusant de leur voler leur mission. Naofumi leur dit calmement qu'ils réparent simplement les dégâts qu'ils ont causés et pas pour des louanges, mais parce que quelqu'un devait le faire. Ren accepte son erreur. Mais Itsuki refuse, le traitant de menteur. Il ne reste que 72 heures avant la prochaine vague. Naofumi et son équipe visitent Elar pour les préparatifs finaux. Elar les équipe de nouvelles armes, juste au moment où Ake et ses chevaliers reviennent, présentant fièrement les pièces que Naofumi avait demandées. Mais au lieu d'accepter l'argent, Naofumi leur dit de l'utiliser pour acheter du bon équipement et se préparer au combat. Les jeunes chevaliers hochent la tête, reconnaissant pour l'opportunité tandis que Philo rayonne de joie, heureuse d'avoir fait de nouveaux amis qui ne la voient pas seulement comme des ailes de poulet premium. Alors que le moment de la prochaine vague approche, Naofumi tend discrètement à Raphtalia un bracelet, expliquant que cela augmentera ses réserves de mana. Philo, visiblement jalouse, fait la moue jusqu'à ce que Naofumi lui accroche doucement un accessoire dans ses plumes, lui disant que cela augmentera son agilité. Satisfait de leurs nouvelles améliorations, l'équipe se prépare. Naofumi et son groupe récemment agrandi se téléportent sur le site de la deuxième vague. Ils sont immédiatement accueillis par un essaim de monstres, mais Naofumi tient la ligne sans difficulté. Alors qu'ils avancent, ils aperçoivent une femme âgée, tenant son terrain face à des ennemis de bas niveau. Raphtalia, impressionnée, fait remarquer que la vieille femme a clairement besoin d'être enrôlée dans la Troisième Guerre mondiale, la reconnaissant comme la même femme qu'il a autrefois guérie. Naofumi acquiesce légèrement alors qu'elle le remercie. 3 heures passent et Naofumi commence à devenir suspicieux. La vague aurait dû être résolue d'ici là. Sans réponse en vue, lui et les autres se dirigent vers la source de la perturbation et rencontrent un flot. Un navire pirate grouillant de tous ses bébés projetés. Venus du monde entier, à bord, ils trouvent Itsuki, qui les informe que Ren et Motoyasu ont été trop occupés à se disputer sur quel boss de vague vaincre en premier, causant une impasse totale. Agacé mais pas surpris, Naofumi monte à bord du navire avec Raphtalia et Philo. Motoyasu, comme d'habitude, se moque de lui, ce à quoi Naofumi lui rappelle sèchement que la série ne s'appelle pas le héros à la lance, le faisant taire rapidement. Alors qu'ils éliminent les ennemis inférieurs, le véritable boss de la vague se révèle. Le mangeur d'âmes. Les héros lancent leur attaque, mais plus le combat s'étire, plus Naofumi réalise les enjeux. Si cela continue, les villages voisins seront anéantis, déterminés à mettre fin à cela. Il active le bouclier de rage. Mais avec cela vient la voix du dragon zombie, sa haine persistante infectant à la fois Naofumi et Philo, les plongeant dans un état de berserk. Les autres héros reculent à la vue, incapables de comprendre ce qui se passe. Mais Raphtalia s'avance, défendant Naofumi. Elle dénonce leur incompétence, leur rappelant que Naofumi a dû aller aussi loin parce qu'ils n'ont pas agi au bon moment. Ils ont échoué à agir quand cela comptait. Dans le chaos, Naofumi voit Raphtalia et Philo, ceux qu'il a juré de protéger. Cette promesse l'aide à reprendre le contrôle. Il canalise la puissance du bouclier et porte le coup final, vainquant seul le mangeur d'âmes. Juste au moment où la poussière retombe, une femme mystérieuse apparaît. Avec un ton moqueur, elle rabaisse Ren, Itsuki et Motoyasu, les qualifiant de rien d'autre que de jeunes efféminés avec des cheveux sophistiqués. Puis, se tournant vers Naofumi, elle déclare que lui seul mérite d'être appelé un héros, et qu'à partir de maintenant, elle sera son ennemie. Après s'être présentée comme glace, la mystérieuse femme annonce audacieusement que la véritable bataille de la vague ne fait que commencer. Curieux, Naofumi essaie de l'analyser à travers son menu de statut, mais est pris au dépourvu lorsqu'aucune information n'apparaît. Vert.
Après avoir regardé leur combat contre le mangeur d'âmes, elle se moque avec mépris de Ren, Itsuki et Motoyasu, les traitant de serviteurs de Naofumi. Insultés, le trio lance ses attaques les plus puissantes, mais Vert bloque leurs coups sans effort et contre-attaque avec aisance, les mettant tous les trois hors combat en quelques secondes, alors qu'ils s'effondrent. Naofumi intervient pour l'affronter directement. Il essaie plusieurs attaques, passant en revue tous les trucs qu'il connaît, mais rien n'y fait. Glace loue sa force défensive, admettant qu'il est le seul à pouvoir faire face à elle, mais même dans ce cas, il est loin d'être son égal. Réalisant que la vague est presque terminée et qu'un combat supplémentaire est inutile, Naofumi prend une décision tactique de se retirer avec son groupe avant que quelqu'un ne soit gravement blessé. De retour dans la capitale, Naofumi est convoqué à la cour royale. Le roi reconnaît à contre-cœur sa victoire sur le mangeur d'âmes, mais rapidement change de ton, exigeant de savoir comment un soi-disant héros défensif a pu déchaîner une telle puissance dévastatrice. Calme et posé, Naofumi esquisse un sourire en coin et dit au roi que, s'il veut vraiment des réponses, il devrait lui lécher les orteils. Cela, bien sûr, met en colère tous les craies, qui menacent les compagnons de Naofumi. Mais Naofumi réplique froidement, avertissant le roi de faire attention sinon il déverrouillera son Mangekyo Sharingan et anéantira tout le royaume. Après qu'il soit sorti en trombe, Melty arrive, suppliant son père pour qu'il reconsidère sa position sur Naofumi. Melty intervient, réprimandant sa sœur pour avoir pris parti pour le héros du bouclier. Mais Melty ne recule pas. Elle rappelle à Melty qu'elle vit dans un monde brutal où les conséquences de décisions insensées peuvent être fatales. Vanne pour la royauté. Melty serre son étoile en chocolat de colère pendant que Melty s'éloigne. Dehors, devant le palais, Naofumi se prépare à partir pour le pays voisin de Libère la Liberté pour obtenir des améliorations de classe pour Raphtalia et Philo. Avant leur départ, Elar leur offre de nouvelles armes, à leur grand plaisir. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils campent, le groupe reçoit une visite inattendue de Melty elle-même. Elle supplie Naofumi une fois de plus, lui demandant de retourner au château et de faire la paix. Naofumi refuse fermement, lui disant qu'il en a fini avec la politique simple avec sa famille. Mais alors qu'il commence à s'éloigner, l'un des chevaliers de Melty se jette soudainement sur elle, l'âme dégainée. Alors que le chevalier fonce sur Melty, Naofumi intervient instinctivement et la sauve. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, les chevaliers environnants l'accusent immédiatement de kidnapper la princesse. Ils le traitent de traître et disent qu'il devrait être forcé à boire le liquide sale qui s'échappe des sacs poubelles. Une brève lutte s'ensuit, mais les chevaliers se retirent rapidement, pour plus tard distribuer une version manipulée de l'incident, qui présente Naofumi comme le méchant pour quiconque veut bien écouter. Les conséquences sont immédiates. Naofumi et son groupe sont mis sur liste noire dans les villages et les villes, marqués comme des fugitifs. En réfléchissant à ce qui s'est passé, Naofumi se souvient comment il a capturé le chevalier qui a tenté d'assassiner Melty. Lors de son interrogatoire, il a découvert un chapelet caché dans les robes du chevalier, un symbole indéniable de l'église des trois héros. Reptile lui a expliqué que cette secte religieuse est largement suivie dans mais le remarque et, plus importante encore, exclut le héros du bouclier de ses enseignements. De retour dans le présent, Naofumi exprime sa rage contre le royaume, suscitant des protestations de Melty. Elle insiste sur le fait que son père n'a rien à voir avec cette conspiration. Naofumi ne la croit pas une seconde. Frustré, il sort pour réfléchir sans distraction. Après une réflexion dans le calme des bois, il revient avec une nouvelle détermination. Il annonce qu'il en a fini avec Mel Remarque et qu'il compte quitter le pays. Melty, surprise, dit qu'elle prévoit de retourner au château. Mais Naofumi fait remarquer que faire cela ne ferait que lui faire annuler son abonnement à vie. Il l'exhorte à venir avec lui si elle tient à sa vie. Une fois que Melty accepte à contre-cœur, Naofumi déclare qu'ils partiront à l'aube. Après une longue journée de voyage, le groupe s'arrête pour camper. Pendant que Philo et Naofumi partent explorer les environs, Raphtalia interroge Naofumi sur sa destination choisie qui lui semble encore mystérieuse. Il explique qu'au vu de la persistance des chevaliers à vouloir les en éloigner, il y a clairement quelque chose d'important là-bas. Quelque part, il pourrait enfin trouver du soutien. Cette nuit-là, alors que les autres dorment, Melty s'approche discrètement de Naofumi et lui demande pourquoi il nourrit une telle haine envers son père. Lorsqu'il raconte calmement tout, les fausses accusations, l'exécution manquée, la campagne de diffamation, Melty écoute en silence stupéfaite. Avant qu'ils ne puissent terminer la conversation, ils sont attaqués en embuscade. À leur grande surprise, les trois autres héros, Ren, Itsuki et Motoyasu, arrivent avec des troupes, affirmant qu'ils sont là pour arrêter Naofumi. Lui et Melty essaient tous deux d'expliquer que c'est une mise en scène, mais Melty l'interrompt, accusant Naofumi de manipuler sa sœur et tous ceux qui l'entourent. Comme toujours, la plupart des gens croient sans question la fille au piment. Une bataille éclate. Ren et Itsuki sont visiblement mal à l'aise, surtout en voyant à quel point Melty cible violemment sa propre sœur. Poussé par le désespoir, Naofumi active le bouclier de la rage pour créer une barrière, gagnant ainsi du temps pour s'échapper. Avant de partir, il croise le regard de Ren et lui lance le rosaire, l'exhortant à continuer à chercher la vérité. Une fois qu'il trouve un moment de calme pour se remettre, le groupe est approché par une figure encapuchonnée, un espion envoyé par la reine, qui révèle que la reine souhaite une rencontre. N'ayant pas d'autre option, Naofumi accepte. Soudain, Naofumi et son groupe découvrent la forêt devant eux engloutie par les flammes, et réalisent instantanément que c'est l'œuvre de Melty d'ici le lendemain matin.
Ils découvrent que toutes les routes vers Silt Belton a été bouclée, bloquant effectivement leur chemin. Avec peu d'options restantes, Melty suggère de se diriger vers la région suivante. Selon elle, le noble au pouvoir est un allié fidèle de la reine et un soutien rare pour les demi-humains. Cependant, il est aussi le dernier seigneur pro-demi-humain encore en fonction, surtout après le décès du bras droit de la reine, l'ancien seigneur de Seattle. En entendant cela, Raftalia révèle discrètement qu'elle a déjà vécu à Seattle. Après la mort du seigneur, des émeutes ont éclaté, et les soldats de Naramark ont utilisé le chaos comme prétexte pour réduire la région en ruine. Des villages furent rasés, et les demi-humains survivants capturés et vendus comme esclaves. Elle aussi faisait partie de ceux qui ont été enlevés, et encore aujourd'hui, elle est hantée par les souvenirs de sa captivité. Peu après, ils arrivent au domaine de Lord Van. Bien que Naofumi reste méfiant, Van les accueille avec une chaleur inattendue. Pendant ce temps, les filles se comportent comme des perdantes fauchées et trouvent du réconfort dans le rare luxe qui leur est offert. Cependant, cette paix ne dure pas longtemps. Le lendemain, un autre noble envahisseur arrive au domaine de Van. Marchant avec une armée bien équipée et exigeant la reddition du héros au bouclier et de ses compagnons. Alors que le chaos s'installe, Naofumi et Raftalia se cachent rapidement, tandis que Melty s'avance pour gérer la situation. À ce moment-là, Raftalia reconnaît Raider, ce même noble qu'il a autrefois réduit en esclavage. Une nausée monte dans sa gorge, mais Naofumi doucement lui rappelle d'attendre le bon moment, dehors. Raider se moque du rang de Melty et l'attire à le suivre, sous prétexte de contacter le roi. Au moment où ils partent, Naofumi rassemble son équipe et se prépare à une rapide opération de sauvetage. Avant que Raider, le dernier plieur de chaises, ne fasse quelque chose d'irréversible cette nuit-là, ils lancent leur attaque. Naofumi et Philo neutralisent les gardes avec précision. Raftalia fonce droit sur Raider. Coup après coup, elle détruit le Chongxilia qui a brisé son enfance. Alors que Raftalia se prépare à porter le coup final à Raider, Naofumi l'arrête. Il lui demande calmement si elle est vraiment à l'aise d'être rappelée comme celle qui a massacré le Seigneur des Restes, réalisant que mettre fin à Raider elle-même ne ferait que refléter la cruauté qu'elle a subie. Raftalia abaisse sa lame et choisit d'épargner Sir Slayer des sièges de toilette. Cependant, Raider profite de son hésitation et se jette sur elle dans une dernière tentative désespérée de renverser la situation. Mais dans le chaos de la lutte, il perd pied et chute à sa mort. Le groupe se remémore alors le donjon souterrain de Raider et les innombrables esclaves qu'il y avait emprisonnés là-bas. Déterminée à les libérer, Raftalia montre le chemin. En descendant dans les cellules froides et sombres, des souvenirs commencent à hanter Raftalia de son temps dans ces mêmes cellules. Parmi ces souvenirs, il y en a deux de ses amis les plus chers, Rafahana et Kiel. Elle se souvient comment elles s'étaient accrochées les unes aux autres pour trouver la force. Mais quand elle et Rafahana ont été emmenées dans une autre cellule de détention, Kiel a été laissée derrière et battue brutalement par les gardes. Raftalia et Rafahana ont souffert ensemble jusqu'à ce qu'elles soient finalement séparées. L'une étant vendue à un marchand d'esclaves, tandis que Rafahana regardait derrière les barreaux, les yeux pleins de larmes. De retour dans le présent, le groupe commence à libérer les captifs. À la grande surprise de Raftalia, l'un d'eux est Kiel, vivant mais blessé. Un remède rapide le soigne. À travers ses larmes, Kiel dit que Raftalia aurait été fière de voir ce que Raftalia était devenue. La mention de Raftalia la fait courir vers la dernière cellule, mais ce qu'elle trouve la laisse figée sur place, un squelette, allongé en silence. Raftalia était morte seule. Raftalia s'effondre, submergée par le chagrin. À travers ses sanglots, elle se reproche d'être arrivée trop tard, se traitant d'inutile. Nofum s'agenouille à ses côtés et rappelle à Raftalia qu'elle n'est rien d'autre qu'utile. Car elle a sauvé des vies, donné de l'espoir aux gens, et pour lui, elle est irremplaçable. Alors que le groupe quitte le donjon, ils aperçoivent une scène choquante. Juste au-delà du domaine, radié, d'une manière ou d'une autre vivant. Des tentatives pour réveiller une bête oubliée depuis longtemps. Nofum regarde, incrédule, se demandant comment le corps massif de Radier avait survécu à la chute précédente. Mais le gros ne reste pas en vie longtemps. Au moment où le seau se brise et que le dragon se réveille, il frappe, sans même regarder. La créature frappe Radier avec ses énormes griffes, le broyant instantanément. Avec ça, maintenant, Fum et son équipe se préparent. Au fond d'une forêt, une mystérieuse fille elle blanche est vue en train de converser avec un Falolial. Elle parle de trouver une candidate digne de reine et espère en secret la rencontrer bientôt. Pendant ce temps, le chaos éclate au manoir de Rabier, où le dragon récemment libéré dévaste tout sur son passage. Sans perdre de temps, Philo se jette sur la bête. Mais ses efforts s'avèrent aussi inutiles que ta tentative d'étudier. Observant le combat, Melty remarque soudain une faible lueur rose, émanant des abdomens de Philo et du dragon. Cet indice pousse Nofum à comprendre la situation. Les Elolial et les dragons ont une animosité profonde, et ce dragon en particulier cible spécifiquement Philo. Comprenant cela, Nofum élabore rapidement un plan. Ils utiliseront Philo comme appât pour attirer le dragon loin de la ville, épargnant ainsi les civils de nouvelles destructions. Alors que le groupe se prépare à partir, Raftalia hésite, réticente à abandonner son ami. En voyant cela, Kiel l'encourage doucement à y aller. Touché par ces mots, Raftalia lui remet son bracelet améliorant la mana et le confie à Van avant de se précipiter pour rejoindre Nofum.
Ensemble, Naofumi, Philo, Raphtalia et Melty mènent le dragon dans la nature sauvage. Là, ils lancent plusieurs attaques coordonnées. Mais la bête continue de les dominer. Avec peu d'options restantes, Naofumi se ressaisit et commence à invoquer le bouclier de colère. Juste au moment où la transformation commence, une voix mystérieuse l'interrompt, l'avertissant de ne pas compter à nouveau sur ce pouvoir. Au même moment, Melty aperçoit une épaisse barrière brumeuse se former autour d'eux, irriguée d'énergie magique. Puis, sans avertissement, un énorme troupeau de Filolial descend du ciel, entourant le dragon en formation organisée. Alors que Naofumi saisit à nouveau le bouclier de colère, la même voix s'interrompt une fois de plus, cette fois empêchant de force la transformation. Des profondeurs du lac voisin, une silhouette imposante émerge, la reine Filolial elle-même. Sa seule présence fait taire la zone. Elle adresse un avertissement sévère au dragon pour qu'il se retire. Quand il refuse, elle ne perd pas de temps et élimine la bête sans effort, étonnant tout le monde par sa puissance pure. Tournant son attention vers Naofumi, la reine exprime calmement son désir de lui parler. Mais avant cela, elle reprend sa forme humaine et se présente comme Fitoria, le reconnaissant immédiatement. Melty se rappelle d'une mission diplomatique passée où elle avait rencontré la reine et partage ce souvenir avec Naofumi. Fitoria explique alors que puisque Philo a été élevée par un héros, elle possède un potentiel unique, et pourrait avoir le potentiel de devenir elle-même la reine Filolial. Souhaitant poursuivre la conversation dans un endroit plus sûr, elle escorte le groupe vers les ruines d'un ancien sanctuaire Filolial, autrefois protégé par les héros d'antan. Plus tard dans la soirée, le groupe prépare un repas à partir de la viande du dragon abattu. Alors qu'ils mangent et se reposent, Fitoria s'ouvre sur la crise grandissante. Elle explique que la croissance accélérée de Philo et ses traits spéciaux sont le résultat direct d'avoir été élevée par un héros. Cependant, son ton change rapidement alors qu'elle exprime sa déception envers la génération actuelle de héros, car ils sont divisés par des conflits futiles. Fitoria révèle en outre que les vagues ne se limitent pas à Melromark, mais constituent un phénomène mondial. Chaque héros cardinal est censé défendre une nation distincte, et leur désunion actuelle met en danger non seulement un royaume, mais le monde entier. Ailleurs à Melromark, Ren et Itsuki s'introduisent en cachette dans les archives secrètes de l'église des trois héros. Espérant découvrir pourquoi Naofumi a été aussi sévèrement diabolisé, ils fouillent des documents interdits. À leur insu, Melty observe depuis l'ombre, sans être impressionnée et manifestement mécontente de leur curiosité grandissante. Au sanctuaire, Fitoria poursuit sa supplique, exhortant Naofumi à faire la paix avec les autres héros, mais lorsqu'ils refusent, elle change brusquement de ton et déclare que si les héros ne peuvent pas s'unir, alors elle prendra les choses en main et les éliminera tous. Le lendemain matin, Naofumi reste silencieux, méditant sur l'ultimatum de Fitoria pour éliminer les 4 héros cardinaux s'il échoue à s'unir contre les vagues. Pendant que le groupe prend son petit déjeuner, Fitoria soudainement enferme Melty dans une prison tourbillonnante de vent magique. D'un ton ferme, elle explique que ce n'est pas un acte de cruauté mais une poussée nécessaire. Elle révèle qu'elle a autrefois fait une promesse au héros qui l'a élevé, un vœu de protéger le monde de la destruction et d'honorer que les héros actuels doivent travailler ensemble. Sous la pression de ces tactiques, Naofumi tient bon et lui dit d'arrêter ou de risquer de provoquer sa colère. Il tend la main vers le bouclier d'attaque, mais avant que la transformation ne puisse se terminer, Fitoria l'interrompt une fois de plus. Au lieu de cela, elle propose un défi, un combat en tête-à-tête. Si Philo peut prouver sa valeur. Fitoria promet d'épargner Melty et les autres héros pour l'instant. Sans autre choix, ils acceptent tous alors que l'arène magique s'élève autour d'eux, scellant les deux combattants à l'intérieur pendant que Naofumi et les autres regardent attentivement. Philo se précipite dans la bataille, mais il devient rapidement évident que la force et la vitesse de Fitoria dépassent largement les siennes. Pendant ce temps, Naofumi tente désespérément de libérer Melty mais est intercepté par une attaque de la magie de Fitoria, suffisamment puissante pour percer ses défenses. Voir Naofumi blessé mais Philo en colère tandis que Fitoria puise calmement du mana dans l'air ambiant et se prépare à finir le combat. Soudain, Naofumi crie, incitant Philo à observer les mouvements de son adversaire. Ce conseil déclenche un souvenir chez Fitoria, rappelant les mêmes paroles que son propre héros lui avait dites il y a longtemps. Pris au dépourvu, elle vacille juste assez longtemps pour que Philo frappe avec une nouvelle attaque. Frappe pyrale, un mouvement imitant le balayage d'un talon doré. Le coup porte, perçant la défense de Fitoria. Épuisée mais inébranlable, Philo tient bon. Elle déclare son intention de devenir plus forte et de protéger ceux qu'elle aime. Un sourire apparaît sur le visage de Fitoria alors qu'elle met fin au duel, proclamant Philo victorieuse. Fitoria révèle alors que le combat était un test pour déterminer si Philo méritait de devenir sa successeur. Ainsi, Philo est officiellement déclarée future reine Filolil. Une belle couronne apparaît au-dessus de sa tête mais se dissout rapidement en une petite mèche. Émergeant de ses cheveux, elle marque sa place dans la lignée royale et dans le cœur des tissages gras. Après avoir soigné les blessures de Naofumi, Fitoria lui offre une mèche à elle, déverrouillant un nouveau pouvoir dans son bouclier, la série Filolil. Elle s'excuse également auprès de Melty en lui permettant de monter sur sa forme d'oiseau géant.
survolant brièvement le ciel avant de revenir en toute sécurité. Plus tard dans la soirée, Fitoria s'approche de Nofiume pour une conversation privée. Elle demande doucement s'il a déjà vraiment essayé de laver son nom. Pris au dépourvu, Nofiume admet qu'il ne l'a pas fait, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il supposait que personne ne l'écouterait. Fitoria ne le critique pas ouvertement, mais elle lui rappelle qu'en choisissant le silence, il a laissé les mensonges persister. Elle partage alors son plan. Ils retourneront à Melromark, où Nofiume aura la chance de parler avec l'un des autres héros. Cependant, elle prévient qu'elle n'interviendra que s'il montre qu'il mérite son aide. Lorsque Nofiume lui demande pourquoi elle place sa foi en lui, Fitoria révèle qu'elle l'en considère avec plus de respect que les autres, non seulement pour avoir élevé Philo en un héritier digne, mais parce qu'elle croit qu'il est le seul à avoir le potentiel de rassembler les héros. Comprenant le poids de cette responsabilité, Nofiume accepte de suivre ses conseils. Fitoria lui enseigne alors un sort pour l'aider à gérer l'influence sombre de la colère, un bouclier, qui l'aidera à utiliser le pouvoir sans se perdre. Alors que la nuit s'approfondit, Fitoria repose sa tête sur les genoux de Nofiume, fermant les yeux alors que il caresse doucement ses cheveux, marquant le début d'une nouvelle route de harem. Le lendemain, Fitoria transporte en toute sécurité Nofiume et ses compagnons vers un nouvel endroit, leur offrant une vieille mais robuste charrette, au grand plaisir de Philo. Avant de partir, elle partage avec Nofiume et le groupe qu'elle sent la présence d'un autre héros à proximité et l'exhorte à réparer ses relations afin que les héros puissent être unis. Motivé par ces paroles, Nofiume décide de s'approcher des héros stationnés au prochain point de contrôle. Cependant, à sa grande consternation, la personne qui l'attend là n'est autre que Motoiyasu, déjà en colère. Sans écouter la raison, Motoiyasu accuse Nofiume d'être responsable des morts de Ren et Itsuki. Nofiume essaie de se défendre, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec l'incident, mais la vilaine traînée prétend dramatiquement que Nofiume a libéré un monstre terrifiant s'abattant sur une ville sans défense, alimentant encore plus la haine de Motoiyasu. Sans hésiter un instant, Motoiyasu dégainait son arme, jurant de envoyer Nofiume aux enfers les plus profonds tandis que Malty piège Nofiume et son groupe dans une cage magique de litanie, les forçant à un combat qu'ils n'ont jamais demandé. Réalisant que Malty a probablement distrait Motoiyasu pour embrouiller son esprit, Nofiume se prépare à contre-cœur au combat et finit par maîtriser le héros à la lance. Juste au moment où la situation semble tourner en sa faveur, Philo avertit d'urgence Nofiume de se préparer à l'impact, sentant une force puissante qui s'approche, faisant confiance à ses instincts. Nofiume renforce immédiatement les défenses de son bouclier, protégeant non seulement son propre groupe mais même Motoiyasu et ses alliés. Quelques instants plus tard, un faisceau d'énergie dévastateur s'abat sur la zone, oblitérant tout sur son passage. Alors que la poussière retombe, le pape Balma s'avance, applaudissant calmement la survie de Nofiume, impressionné qu'il ait réussi à résister au sort de jugement divin. Cependant, ses éloges prennent rapidement une tournure sinistre, alors qu'il déclare son intention de il nettoie le monde des héros actuels qu'il considère comme rien de plus que des gamins gâtés qui s'amusent. Malty, furieuse de la trahison du pape, exige des réponses, mais Balma, confiant, l'écarte d'un geste, révélant son plan de prendre le contrôle de tout le royaume. Puis, sans hésiter, il avoue avoir orchestré la mort de Ren et d'Itsuki. La révélation stupéfie tout le monde. Pour la première fois, Motoiyasu hésite. Il jette un œil à Nofiume et se demande si le héros du bouclier n'était pas finalement un gars sympa. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le pape lève l'arme sacrée. Prêt à lancer à nouveau le sort de jugement, affaibli par le combat, Nofiume se retrouve dans une situation difficile. Alors que le pape Balma lève son arme dorée bien haut dans les airs, elle commence à se transformer entre épée, lance et arc, reconnaissant le danger. Malty explique rapidement que l'arme est une réplique des 3 armes légendaires. Un artefact sacré que tout le monde pensait avoir disparu mais clairement, c'était un autre mensonge fabriqué par l'église, furieuse de cette tromperie. Nofiume se tourne vers Malty et exige de savoir pourquoi le royaume a même pris la peine de convoquer des héros comme lui si une telle arme existait déjà. En réponse, Malty précise que, bien que la réplique cardinale soit puissante, son coût en mana est énorme. Une seule frappe consomme une quantité énorme d'énergie, ce qui la rend insoutenable. C'est pourquoi ils ont fait venir 4 losers sans emploi d'un autre monde. Chacun manie donc une arme distincte pour répartir la charge. Refusant de rester inactif, Motoiyasu se jette dans l'action et lance une attaque contre Balma. Cependant, ses efforts sont facilement détournés. Imperturbable, il prononce un discours passionné, se proclamant le héros qui sauvera tout le monde. En regardant Motoiyasu, Nofiume réalise qu'il a probablement été diplômé de l'université des streamers de Kaisanat. Le héros à la lance frappe encore, pour échouer une fois de plus. Nofiume remarque alors que le pape aspire une immense énergie des croyants environnants, qui canalisent le mana dans l'arme. Juste au moment où les choses commencent à sembler désespérées, Ren et Itsuki arrivent et perturbent momentanément le flux de mana de Balma. Les héros révèlent qu'ils ont survécu à une tentative d'assassinat et sont revenus avec des informations cruciales. Leur enquête sur la corruption de l'église a conduit à l'attaque, ordonnée par Balma lui-même. Heureusement, la reine et son réseau d'espions sont intervenus, les aidant à s'échapper et à se regrouper. Avec le pape distrait et affaibli, Ren et
Itsuki propose une alliance pour le renverser. Mais Nofume leur rappelle froidement comment ils l'ont traité par le passé, comment ils ont douté de lui, l'ont abandonné et l'ont forcé à nettoyer leur saleté sans aucune récompense. Il affirme même qu'à ses yeux, ils n'étaient pas mieux que le pape, utilisant leur pouvoir sans précaution et causant du tort partout où ils allaient. Pourtant, quand Nofume regarde ses compagnons, Raphtalia, Philo, et même Nelte, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Feitoria. L'unité est la seule voie à suivre, du moins pour l'instant. À contre-cœur, il accepte de combattre à leur côté, mais précise. Une fois Balma vaincu, leurs chemins se sépareront à nouveau. Les trois héros hochent la tête en signe de compréhension, acceptant les conditions de Nofume. À ce moment-là, le pape termine son incantation et déclenche son prochain sort terrifiant. La cathédrale est une structure colossale une lumière magique entoure tout le champ de bataille. Ailleurs dans le royaume, la reine Urelia revêt son armure en silence, se préparant à affronter le pape Balma et son culte de tireur. Alors qu'elle prépare ses forces, elle prie silencieusement pour la sécurité de Nofume et Nelte. Sachant que le chaos qui se profile mettra tout le monde à l'épreuve. De retour à l'intérieur des murs éblouissants de la cathédrale, Nofume réalise rapidement que leurs efforts combinés s'avèrent inutiles puisque le bouclier divin de Balma le rend pratiquement intouchable à l'extérieur. Un des évêques supplie Balma, lui avertissant que si les disciples continuent à donner leur mana, sans bouger, le pape froidement déclare que mourir pour leur Dieu est un honneur sacré. Et ainsi, l'évêque se tourne vers la foule et leur demande de donner leur vie au service de Balma et de sa sainte croisade. Regardant ce culte de clown, Nofume décide de déclencher le bouclier de la colère. Une fois de plus, la voix sinistre du dragon zombie s'élève de l'intérieur, le tentant à céder à la haine. Mais cette fois, Nofume résiste, jusqu'à ce que le dragon révèle que cette rage n'est pas quelque chose d'emprunté, mais quelque chose qui lui a toujours appartenu. Des éclairs de son passé de tourment, de trahison et d'isolement envahissent son esprit. Alors que Nofume voit sa douleur mise à nu, il accepte que frapper les murs à la salle ne le guérira pas. Maintenant consumé par la fureur, Nofume se transforme en une force de destruction, prête à brûler le monde. Mais juste au moment où les ténèbres commencent à prendre le dessus, il voit la gentillesse de Raphtalia remplit sa loyauté et la confiance de Nelte. Leurs voix lui parviennent, promettant de le soutenir et de porter sa douleur ensemble. Et lentement, Nofume se retire des ténèbres. Se tournant vers les filles avec une rare douceur, il demande aux filles si elles veulent lui offrir un soutien oral. C'est le moment. Nelte, cependant, lui rappelle qu'ils sont toujours en plein milieu d'une bataille. Reprenant ses esprits, Nofume regarde enfin les autres héros et demande leur aide. Surpris mais motivés, les trois héros s'unissent avec Nofume. Ensemble, ils lancent une attaque coordonnée contre le pape. Mais même alors, Balma reste indemne. À ce moment-là, la reine Marilia arrive sur le champ de bataille, canalisant une magie puissante. Elle lance un sort de gel qui arrête Balma sur place, le figant. Sans perdre une seconde, Nofume débloque une capacité terrifiante. Du bouclier de rage, le sacrifice sanglant. Alors que le sort s'active, du sang commence à couler du corps de Nofume. S'infiltrant dans la terre, un énorme bouclier laid se forme à partir du sol et engloutit. Le pape comme ta mère a englouti tes éventuels frères et sœurs. Les murs de la cathédrale s'effondrent et disparaissent. Et avec cela, Nofume s'effondre au sol. Se précipitant à ses côtés, la reine Marilia s'agenouille près de lui, posant une main sur sa poitrine. Avec une détermination féroce mais maternelle, elle déclare qu'elle ne laissera pas le héros du bouclier mourir. Étrangement, après tout ce qu'il a enduré, Nofume se réveille en sursaut, en état de choc, pour découvrir que son harem dormait profondément à ses côtés. En se réveillant, Raphtalia le rassure en lui disant que la guérison de la reine Marilia s'était stabilisée, mais que la malédiction du sacrifice sanglant avait laissé des dégâts profonds et persistants, que même la magie de la reine ne pouvait complètement réparer, il doit donc laisser le temps faire son œuvre. Juste à ce moment, la reine Marilia entre et Nofume la regarde avec curiosité et suspicion. Il finit par poser la question qui le hantait depuis le début, pourquoi nulle remarque déteste-t-il le héros du bouclier? La reine répond qu'au cours de la deuxième vague apocalyptique, elle avait été absente à un forum international où les dirigeants mondiaux ont convenu que chaque pays convoquerait un seul héros cardinal. Elle a quitté la lorée de confiance de Seattle pour maintenir l'ordre, mais, durant la vague, il a été tué, sans patience ni prévoyance. Le roi Altcray a paniqué et a rompu le protocole international, convoquant les 4 héros à la fois. Cet acte imprudent a terni les relations avec les autres nations, forçant Marilia à rester à l'étranger plus longtemps, et en son absence, Altcray et Malti agissaient comme les vrais dirigeants du monde. Mais quand la réponse ne le satisfait pas, la reine admet hésitante que la Église des 3 héros méprisait déjà le héros du bouclier, et que tous deux, le roi et Malti, nourrissaient une haine personnelle parce qu'il cachait un python dans son pantalon. Cela pousse Nulfume à se demander à quel point sa vie aurait été différente s'il avait été invoqué ailleurs. Marilia confirme doucement que s'il avait été invoqué à Siltelt, où le héros du bouclier est vénéré, il aurait été traité comme royauté avec 72 femboys et mamans gothiques à son service. Lorsque Marilia propose de laver son honneur et de l'asperger d'or, Nulfume reste impassible. Il déclare son intention de laisser nulle remarque derrière lui, et d'affronter les vagues où qu'elles apparaissent. La reine acquiesce, comprenant que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Cependant, plus tard, en privé,
Elle fait une dernière demande et demande à Nulfum d'assister au procès du roi Altcray et de la princesse Malty. Cette nuit-là, Nulfum rêve de l'injustice de la guillotine. Hanté par l'image de leur exécution, il se réveille troublé mais déterminé. Le lendemain matin, la troupe de Nulfum, avec les 3 autres héros, se rassemble dans la salle du trône pour le procès. Le roi Altcray et Malty sont traînés enchaînés devant le tribunal. La reine Marilia annonce qu'un blason d'esclave sera utilisé pour révéler la vérité. Au fur et à mesure du déroulement du procès, la toile de mensonges de Malty se dénoue. Sa conspiration avec le pape, sa trahison envers sa sœur, la fausse, l'accusation contre Nulfum, et ses innombrables autres crimes sont alors exposés. Motoyasu, stupéfait et réduit au silence, réalise qu'il a été manipulé comme un idiot par une femme qui n'avait même pas des bazookas aussi grands que ceux de Tsunade. Alors que le roi et la princesse sont déclarés coupables de haute trahison, le peuple de Nul remarque, regardant de l'extérieur, crie justice. Mais juste au moment où les bourreaux s'avancent, Nulfum prend la parole. Il explique, sans détour, qu'il continue à faire des cauchemars de Malty et du roi étant exécuté et s'il doit rêver de quelqu'un. Il vaut mieux que ce soit Nala qui le chevauche comme s'il était Simba. Au lieu de l'exécution, il propose quelque chose de plus poétique, les dépouiller de leur titre et identité. La reine accepte immédiatement, désireuse d'honorer sa clémence. À partir de ce moment, le roi est renommé comme déchet, et Malty obtient le titre de la fille qui utilise trop de dents. Après le procès, la reine Merilia dissout formellement l'église corrompue des 3 héros, et rétablit l'église des 4 héros, s'assurant que le héros du bouclier va enfin être honoré une fois de plus dans la doctrine de Melremarque. Pourtant, Nulfum refuse toute récompense supplémentaire. Puisque sa mission dépasse le trône en or, il déclare alors son intention de continuer à lutter contre les vagues, où qu'elles surgissent. Alors qu'il et son groupe se préparent à partir, Melty se précipite pour leur faire ses adieux. Elle promet de réparer le chaos causé par sa famille et de faire de Melremarque une terre qui mérite ses héros, en dehors des portes du château. Soldats et citoyens s'inclinent alors que Nulfum passe devant eux. Melty, les larmes aux yeux, le remercie pour tout. Et en retour, Nulfum sourit avec une paix sincère, jurant de faire face aux vagues. Non seulement en tant que héros de Nulremarque, mais en tant que héros bouclier. Le lendemain matin, Nulfum est doucement réveillé par Raftalia, qui lui montre avec excitation le blason mis à jour de l'église, arborant fièrement les symboles des 4 héros cardinaux avec une motivation renouvelée. Il dit à Raftalia qu'il est temps de recevoir leurs tant attendues améliorations de classe. À l'arrivée du dragon Arglas, il rencontre Aki, qui supervise désormais ses fonctions. Cependant, après plusieurs tentatives, Nulfum et ses filles sont informés que les améliorations qu'ils recherchent ne sont pas disponibles. Plus tard, ils transmettent la nouvelle à la reine Marilia au palais. Elle écoute calmement et explique que parfois, le Arglas réagit ainsi car certaines classes peuvent être restreintes ou bloquées dans des circonstances magiques inhabituelles. Changeant de sujet, elle informe Nulfum qu'un banquet a lieu et que les 4 héros doivent y assister. Ce soir-là, Nulfum, toujours préoccupé par leur échec, tentative de mise à niveau, s'excuse discrètement auprès de Raftalia. Il confesse qu'il veut juste s'assurer qu'elle et Philo puisse rester forte même s'il n'est plus là un jour. Raftalia ouvre la bouche pour répondre. Mais avant qu'elle puisse parler, Nulfum est convoqué par la reine pour une réunion privée. Le banquet, cependant, est loin d'être paisible. Melty remarque Malty rôdant de manière suspecte dans le coin, ayant l'air de comploter comme à son habitude. Les choses dégénèrent quand un chevalier ivre se moque de Raftalia, la traitant d'une version laide de Holo. L'insulte fait mal et Raftalia, bouillonnante de colère, le défie en duel sur le champ. Pendant ce temps, dans la chambre royale, la reine Marilia scrute les expressions tendues des autres héros et demande s'ils ont tous des crampes de sperme en même temps. Elle explique ensuite que l'entraînement à Kalmyra peut leur être bénéfique car il offre aux héros et aventuriers un gain d'expérience accru, et cela pourrait être vital pour survivre à la prochaine vague. La mention excite les héros jusqu'à ce que Melty fasse irruption avec des nouvelles urgentes. Elle annonce que Malty a tenté de empoisonner les boissons du banquet. Motoyasu, toujours un chevalier blanc, refuse d'y croire, s'écriant en déni. Mais la reine le fait taire, utilisant le tableau de Malty, qui confirme sa culpabilité sans aucun doute. Alors que le chaos éclate dans la salle du banquet, les héros s'engagent dans une autre querelle mesquine. Ren accuse Nulfum de tricher, affirmant que son bouclier est trop cool pour être légitime. Il commence à comparer les particularités de leurs armes. Motoyasu parle de la copie d'armes, Ren se vante de son artisanat, et Itsuki mentionne la téléportation. Nulfum, abasourdi, pleure intérieurement, sachant qu'il lui reste 2 saisons à faire. Ce soir-là, après que l'homme se soit calmé, Philador blottit contre Melty pendant que Nulfum et Raftalia réfléchissent sous l'en clair de lune, toujours en train de ruminer ce que les autres ont dit. Nulfum se concentre sur la capacité de copie d'armes. À sa grande surprise, son bouclier réagit soudainement, débloquant la compétence de copie de lui-même. Au lever du soleil, juste au moment où les autres héros se préparent à partir pour Kalmyra, la reine Merilia informe Nulfum qu'un navire séparé sera prêt pour son groupe dans les 24 heures. Cette fois, Melty choisit de rester en arrière pour remplir ses devoirs royaux.
Avant de se rendre au port, Nulfum s'arrête à la boutique d'armes d'Elar, où il touche joyeusement tout ce qui est à portée de main pour copier. De nouveaux boucliers, au grand agacement d'Elar. En route vers le navire, Raphtalia demanda visiter son ancien village qui est maintenant en ruine. Ensemble, ils marchent parmi les vestiges de son passé. La douleur se respecte aux tombes de ses amis et de sa famille, y compris Rifana, se tenant devant le lieu de repos final de ses proches. Raphtalia se tourne vers Nulfum et admet doucement qu'elle ne peut pas imaginer un monde sans toi. Nulfum répond en disant qu'il ne va pas. N'importe où puisque les autres héros ne sont rien d'autre que des idiots. En montant à bord du navire en direction de l'archipel de Kalmyra, Nulfum rencontre deux étranges voyageurs nommés Berg et Lérès. Alors que les présentations sont échangées, son identité en tant que héros du bouclier provoque immédiatement des rires de la part du duo. Berg se moque de lui en disant que s'il est le héros du bouclier, alors il est Mikasa. Ignorant la pique, Nulfum reste calme jusqu'à ce que Berg, toujours amusé, propose de faire équipe pour le prochain grind de niveau. Cependant, avant qu'une réponse puisse être donnée, le capitaine du navire appelle Nulfum à faire une apparition sur le pont, désireux de présenter les héros légendaires à son équipage. En montant, Nulfum envisage de partager la nouvelle de sa compétence de copie d'armes nouvellement débloquée avec les autres, mais à son arrivée, il les trouve nauséeux et affalés à cause du mal de mer. Ren, irrité par l'état stable de Nulfum, déclare que tout cela est dû au fait qu'il a une arme plus cool. La rencontre est bientôt interrompue alors que Lérès approche et demande une pièce de bijouterie personnalisée. Remettant à Nulfum un cristal unique à forger, il accepte la commande sans hésitation, la considérant comme une distraction valable. Une fois arrivé à Kalmyra, Nulfum et son équipe se séparent de Berg et d'Erès car ils se lancent directement dans leurs préparatifs de montée en niveau. Malheureusement, leurs efforts sont de courte durée car Itsuki, Motoiyasu et Ren arrivent et s'affrontent immédiatement pour des droits territoriaux. Fatigué des disputes constantes, Nulfum se retire complètement de la discussion. Plus tard dans la soirée, après avoir noté les effets persistants du sort de sang de sacrifice, Nulfum rejoint un rassemblement informel autour d'un verre avec Berg et Lérès. Le lendemain, Nulfum termine le bracelet d'Erès en utilisant la pierre qu'elle a fournie. Satisfaite du résultat, elle le rémunère généreusement et ensemble, le groupe part pour une nouvelle session de levelin. En arrivant à destination, ils sont rapidement pris en embuscade par une nuée de monstres. Lérès active la magie du rubis, qui non seulement réduit en cendres la force ennemie, mais purifie également de façon inattendue les restes de les sacrifices de sang maudit du corps de Nulfum. Suite à la bataille et à la répartition des butins, Nulfum lance une invitation à Berg et Orès pour rejoindre son groupe de façon permanente. Étonnamment, Berg décline et les deux parties se séparent en bons termes. Peu après, Nulfum et ses compagnons s'aventurent vers la plage, où ils découvrent une structure sous la surface de l'océan. À l'intérieur se trouve un colossal sablier dragon, qui révèle de manière inquiétante que la prochaine vague arrivera dans seulement 2 jours. En découvrant l'arrivée imminente de la prochaine vague, Nulfum ne perd pas de temps et se téléporte directement au château pour informer la reine Aurélia, agissant rapidement. La reine organise une flotte militaire pour soutenir les héros cardinaux dans la bataille à venir. Évaluant la situation, Nulfum prédit que la vague frappera au large, poussant la reine à commander plusieurs navires pour se préparer à une confrontation maritime. Pendant ce temps, Raphtalia exprime des inquiétudes pour les habitants de Kalmyra, mais Aurélia lui assure que Earl Lavenberg a déjà terminé l'évacuation. Apaisant ainsi ses inquiétudes. Malgré la menace imminente, Ren, Motoiyasu et Itsuki refusent toujours de coopérer, leurs égos empêchant toute forme d'unité. Dans son vaisseau assigné, Nulfum aperçoit Berg et Lérès à bord d'un autre navire et lui fait remarquer à Melty que ces deux-là semblent bien plus fiables que les soi-disant héros de son propre monde. Alors que la vague frappe, une créature marine colossale émerge comme la menace principale. Alors que Ren, Motoiyasu et Itsuki se révèlent inutiles comme d'habitude, Nulfum et son équipe, avec les efforts combinés de Berg et d'Erès, parviennent à vaincre le boss. Cependant, la célébration de la victoire est de courte durée. Dans la foulée, Berg et Lérès révèlent qu'ils sont des héros d'un autre monde. Désormais convaincus que Nulfum est vraiment le héros au bouclier, ils dévoilent que leur mission est d'éliminer les héros de ce monde afin d'empêcher l'effondrement du leur. Sur ce, ils se retournent contre Nulfum. Engageant une bataille féroce, à la surprise de Nulfum, leur force dépasse les attentes, chacun parvenant à infliger des dégâts malgré la défense de son bouclier. La situation s'aggrave lorsque Glace fait son entrée, s'alignant avec Berg et Lérès, confirmant qu'elle vient elle aussi du même monde parallèle. Avec Glace qui rejoint la bataille, Nulfum comprend rapidement que les chances sont contre lui, affronter les 3 ennemis en même temps serait insensé. Il confie donc à Raphtalia, Philo et Melty la tâche de gérer Berg et Lérès pendant qu'il affronte seul Glace. Impatiente pour un face-à-face, Glace, un peu fou, Nulfum traverse ses boucliers et bientôt découvre que Glace lutte contre son bouclier mangeur d'âme. Il lui avertit que des attaques continues forceront le bouclier à la dévorer entièrement. Impassible, Glace déclare sa détermination inébranlable à défendre son monde. Même au prix de sa vie, elle exhorte Nulfum à faire de même s'il souhaite vraiment protéger le sien.
Alors que Nulfum commence à douter d'avoir le courage de porter le fardeau d'un vrai héros, Raphtalia intervient, déclarant audacieusement le désir de protéger son monde et ses amis. Ces paroles dissipent l'hésitation de Nulfum et il se prépare à activer le sacrifice de sang. Lorsque la reine Marilia intervient, trempant Glace avec de l'alcool fort. Désorienté et incapable de se battre correctement, Glace est forcé d'arrêter. Berg apparaît rapidement, lui disant qu'il est temps de battre en retraite. Sans autre option, les trois adversaires retournent dans leur propre monde. Dans les jours qui suivent, Nulfum lutte avec la possibilité de devoir combattre et tuer des héros d'autres mondes. Réalisé qu'il aura besoin de plus d'alliés, il saisit l'occasion de recruter Lessia, une fille que Suki a expulsée de son groupe pour une raison insignifiante. Peu après, la reine Marilia récompense Nulfum pour sa victoire contre le Papan, lui accordant le contrôle de la région de Seattle. De retour dans la zone qui a autrefois apporté douleur et perte, Raphtalia demande pourquoi il a choisi cette terre en particulier. Nulfum explique qu'il veut l'utiliser comme terrain d'entraînement, une base où ils peuvent se préparer correctement pour la prochaine vague, touché par sa détermination. Raphtalia lui demande de ne jamais partir. Nulfum, désormais plus sûr de sa voix, promet de rester et de protéger les gens qui l'ont soutenu. Penses-tu que Nulfum vaincra des héros d'un autre monde? Commente, j'adore Nala, si tu es d'accord. Et si tu aimes les résumés d'animes, regarde cette vidéo ici.